Partage de conseils, d'histoires et d'instants vécus en montagne. Bienvenue dans l'Appel des Cimes, le podcast signé Alpinecore. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, l'attitude d'un montagnard, les règles non écrites de la montagne. Eh ben déjà, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une attitude montagnarde ? Waouh! Ouais, c'est déjà une grosse question. Et j'ai 4 heures ou ça se passe comment? Je pense que le mieux, ce serait que je cite un pote qui est pour le coup, lui, vraiment un montagnard depuis la naissance. C'est une forme de respect de la montagne en elle-même, en fait. De la montagne et donc de ce qui la compose. Alors, ok, il y a l'objet en lui-même, enfin l'objet, il y a la montagne en elle-même, mais il y a tout ce qui va pousser dessus, tout ce qui va se déplacer dessus, donc forcément les plantes, les animaux, etc., la faune, la flore. Et puis même les autres randonneurs, les activités qui s'y déroulent de façon générale, parce que la montagne, c'est un écosystème à part entière dans lequel l'homme est clairement intégré. Donc l'attitude montagnarde, je pense que c'est une attitude qui permet de s'insérer là-dedans avec le plus de respect possible. Enfin, je pense que c'est globalement ça. Puis on va voir, en fait, je pense, parce que j'imagine que tu as encore préparé plein de questions. On va entrer dans le vif du sujet. Et à mon avis, ça va peut-être devenir plus clair avec le reste. Ouais. Avec le reste, ouais. Eh bien, justement, quels seraient pour toi les bons comportements entre randonneurs ? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête ? Alors déjà, il faut se dire bonjour. Moi, je suis désolé, mais le nombre de randonneurs que je croise... Le fameux bonjour. Ah ouais, les randonneurs qui disent pas bonjour, moi, ça me termine, je suis désolé. Mais justement, des fois, il y a des randonnées où c'est bondé de monde et où tout le monde se dit bonjour. Bon là, est-ce que tu trouves que... moi, je pense que tu croises un humain, tu lui dis bonjour, point. La question se pose même pas, en fait. Je suis d'accord avec toi. C'est juste... En fait, la question, c'est même pas une attitude montagnarde, c'est une attitude d'humain, en fait. Tu croises un humain, tu lui dis bonjour, je sais pas, ça me semble logique, en vrai. On fait pas ça dans la rue. Juste en se croisant, on dit pas bonjour. Ah, mais la ville, c'est un milieu qui est très déshumanisé. Hein. Ouais. Moi, ça me choque pas tellement, tu vois. C'est vrai que la montagne, il y a un truc où, on croise des gens... Ouais, en fait, déjà, voilà. On a une passion commune. Tu croises un autre randonneur, vous partagez un truc par essence. Tu vois. Donc, je me dis, c'est quand même con de pas le saluer lui, tu vois. Tu te dis, quand est-ce que tu vas croiser un autre humain qui partage des trucs comme ça, avec lequel vous vous retrouvez au moins sur ce point-là, tu vois. Ouais. C'est un peu ça qui est beau, d'ailleurs, c'est que tu peux avoir des points de divergence sur tous les trucs-là, mais tu t'en fous. Tu t'en fous parce qu'au moment où tu te croises, vous avez un point de convergence. Ouais. Vous êtes tous les deux en randonnée ce jour-là à tel endroit. Et puis alors moi, en plus de ça, comme je suis un sale con, tu sais que je pars en randonnée quel que soit le temps. Et souvent même, j'ai tendance à partir quand le temps est pas super cool, parce que ça me permet justement de croiser le moins de monde possible. Du coup, les gens que moi je croise en montagne, qui ont décidé de se lever à des heures... parce ils sont rares. Ouais, tu me connais, voilà, tu sais. Je parle rarement à 6h du matin. Mais du coup, les gens que je croise, c'est des gens qui ont déjà décidé de se lever super tôt, qui ont décidé de partir quel que soit le temps. Et donc, la personne que tu croises... Vous avez encore plus en commun. Ouais, il y a des atomes crochus, c'est clair. c'est sûr. Et puis moi, je trouve que dans le bonjour en montagne, surtout quand il y a peu de monde, il veut dire aussi « Ok, je t'ai vu ». Donc ça veut dire que s'il arrive un truc, en fait, on s'est vu. Ouais, aussi, clairement. Je trouve qu'il y a un peu de ça, indirectement. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête ou... Non, la bonne attitude de base, c'est... déjà, la bonne attitude que tu pars en montagne, c'est de préparer ton départ en montagne. Donc c'est tout un tas de facteurs qui vont rentrer dedans, et je pense que ça s'insère aussi dans le respect de ce que tu vas faire. Tu pars en randonnée, alors à moins que tu connaisses très très bien l'endroit, ou que tu sois un grand habitué de la rando, etc., ou même d'autres activités de montagne. Tu pars, là, effectivement, à ce moment-là, tu pars à l'heure que tu veux, tu gères ton matériel comme tu le sens, et ça, j'ai envie de te dire, grand bien de face. Moi, personnellement, j'ai rien à en dire, tu vois. Mais quand tu commences à appréhender ce genre de discipline, et surtout ce genre d'endroit, quand tu décides d'y aller, au début, en tout cas, moi, je le dis, la bonne attitude, c'est de préparer ce que tu vas faire. Ouais. Donc, c'est un peu, ça revient sur ce qu'on disait dans le précédent podcast. Tu prends la carte la veille, tu regardes par où tu vas passer,
Donc tu prépares tes affaires en conséquence. Tu pars pas trop tard parce que c'est aussi une question de respect de l'endroit où tu vas passer et comment dire, de l'acceptation aussi que la montagne elle s'ouvre à des heures et à d'autres heures elle s'ouvre pas. Ça a l'air un peu con dit comme ça, mais une fenêtre météo, c'est une fenêtre. C'est, si t'es dedans, c'est cool. Si t'es pas dedans, tu te prends le mur, quoi. Ouais. Et il faut vraiment éviter ça parce que la météo en montagne, c'est compliqué. En fait, tout ça, ça s'insère dans les. Aussi. Ça s'insère dans la bonne attitude, je trouve. Ok. Voilà. Est-ce qu'il existe un code tacite quand on croise un animal sauvage? Alors, tacite, je sais pas, mais ouais, il y a des règles. Ouais. La première règle, tu croises un animal sauvage, déjà, tu vas pas commencer à lui courir après, tu le laisses s'approcher s'il veut bien. Tu essayes de pas courir, de pas aller trop vite, de pas l'effrayer bêtement, de pas crier. Et qui plus est si c'est l'hiver. Ça, c'est un truc... Déjà, en été, tu croises des animaux, bon, c'est cool si tu les croises. Le bouquetin, il est pas super farouche. T'es dans les Alpes, il y a un bouquetin qui vient de voir, c'est super chouette. Tu lui donnes pas à manger. Ça, c'est définitif. Mais voilà, il vient, il y a des bouquetins, ils viennent, ils lèchent tes mains. Hein. C'est vraiment un truc, ça peut arriver, c'est cool, tu vois. Quand c'est comme ça, tu laisses faire. Tu profites de ce petit moment que la nature te donne, et puis globalement, voilà, tu dis merci et tu continues ton chemin. Tranquillement. Ouais. Mais voilà, il y a des choses à savoir là-dessus. Donc les règles selon la saison, déjà, les animaux, ils sont pas dans la même forme physique. L'hiver, par exemple, les animaux, ils sont déjà dans une zone de stress un peu permanente. En plus de ça, ils sont affaiblis, ils n'ont pas la nourriture qu'ils veulent. Le moindre déplacement leur coûte plus d'énergie parce qu'il faut se déplacer dans la neige, il faut se déplacer par grand froid, etc. Donc, et en plus de ça, la plupart des gros animaux, des animaux qui nous intéressent, sont des animaux qui ont leur période de reproduction juste avant l'hiver. Donc autant te dire que c'est pas le moment d'aller les emmerder. Donc en hiver, si t'es en groupe, tout le monde passe au même endroit et vous vous éparpillez pas pour justement limiter les risques d'interaction avec les animaux. Une interaction humain-animal en hiver, c'est compliqué pour l'animal. Donc faut partir du principe que moins t'en vois, mieux c'est. Donc tu te déplaces, voilà, donc tout le monde va au même endroit. Vous courez pas, vous criez pas. En gros, vous vous déplacez de façon discrète. Parce que le but du jeu, c'est clairement de pas les déranger en fait. Et dernier point, si tu croises un animal, en fait, encore une fois, la fuite, ça lui coûte énormément d'énergie. Donc le but du jeu, c'est de pas le pousser à fuir. Donc tu cherches pas le contact et tu vas pas essayer de t'approcher de lui. Si tu peux voir des animaux de loin, si tu peux les éviter, c'est mieux en fait. Voilà. Ok. Ça, c'est l'hiver. Hein. L'été, c'est encore autre chose. L'été, tu peux les croiser, c'est beaucoup plus simple. T'as moins d'ennuis avec ça, quoi. Puis encore une fois, l'été, de toute façon, ils vont plus facilement s'approcher de toi. Cela dit, il y a quand même la plupart des animaux s'approchent pas tant que ça non plus. Et puis, ça dépend lesquels. Ils vont bien plus vite que toi pour... tu pourras pas les rattraper, mais si tu les fais fuir, c'est déjà compliqué. Tu vois. Oui. Encore une fois, en été, c'est moins grave, mais en hiver, il faut vraiment pas chercher à ça, quoi. De toute façon, en hiver, t'as peut-être un tiers des animaux qui vont hiberner. T'en as encore 15-20% qui va hiverner, c'est encore une chose différente. Donc déjà, t'en vois pas. Si déjà tu peux en voir ne serait-ce que 50%, c'est déjà bien. Mais en plus de ça, les 50% en question, tu vas pas forcément les croiser parce qu'ils vont t'éviter. Donc ouais. Ok. Justement, en parlant de bruit, tout ça, comment est-ce qu'on gère le respect du silence ? Toi, t'es en train de penser à celui qui monte avec une enceinte connectée dans son sac. Par exemple, il y en a qui mettent de la musique parce que c'est chouette, voilà, il y a une ambiance en montagne. Mais je veux pas être un vieux con, c'est-à-dire que je comprends très bien qu'on ait envie de passer un bon moment entre copains et donc t'as envie de prendre ton enceinte. En vrai, t'es posé, t'es le soir posé, je sais pas moi, en refuge, etc. Tu veux mettre de la musique, vas-y, je vois pas en quoi c'est mal. T'es en rando, t'es en train de marcher. T'as ton enceinte dans ton sac. Déjà, t'as pris une enceinte, c'est-à-dire que tu as décidé de te rajouter 500 grammes ou 1 kilo dans ton sac, j'ai envie de te dire, débile quoi. Mais ça, c'est une autre question. Mais bref, tu mets ton enceinte dans ton sac, ça veut dire que tout le monde autour de toi va en profiter, mais pas genre tout le monde dans un rayon de 5 mètres, hein. Tout le monde dans un rayon de 100 mètres. Non, les gars. Pour moi, c'est la même chose qu'en ville. Hein. Les gens qui passent des appels téléphoniques à haute voix.
Moi, ça peut parfois me déranger, tu vois. J'ai envie d'être tranquille. Les gens, comprends, ça me choque moins, ça. Mais la plupart des gens en montagne viennent pour se ressourcer, pour être tranquille. Et faut juste comprendre, je trouve, que tout le monde n'a pas spécialement envie de. Non, sans compter qu'on a inventé un truc qui s'appelle les écouteurs. Tu prends tes écouteurs, quoi. Ouais. Moi, je suis le premier à avoir des écouteurs sur certains trucs. Voilà, donc voilà. Mais effectivement, ça c'est un truc très très spécifique. C'est un débat. Hein. Ouais, et puis on là, pourrait mettre ça dans le débat, Ouais, ça va être clivant à mon avis. Ça, on devrait avoir des commentaires à demander aux gens de s'exprimer là-dessus. Je regarde dans les commentaires. Ouais, rien que ça, à mon avis. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes de la team musique déjà ? Ou plutôt. Puis ensuite, est-ce que vous êtes de la team à faire profiter tout le monde de votre musique ? Puis ça, c'est un autre truc aussi. Tu montes avec ta musique, mais qui te dit que la personne, elle aime cette musique-là ? C'est ça aussi le truc. Puis alors, nous, quelle musique ? C'est ça, à la limite, pour les humains, c'est déjà une chose, mais encore une fois, pour les animaux, t'es à peu près sûr que eux, la musique, c'est pas leur délire, sinon ils en feraient. Non, mais pardon, mais. Voilà, au bout d'un moment, foutez-leur la paix, quoi. Donc voilà, dans le coup d'enceinte, moi je suis pas, clairement je suis pas un fan du tout et je trouve que c'est pas hyper respectueux. Mais ça c'est ton avis. Ouais, c'est mon avis à moi. Et puis après, par rapport au bruit, par rapport à tout ça, pareil, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que t'as des enfants, tu sais que ça va faire du bruit et il faut que ça vive un enfant. Tu vas pas commencer tu vas pas commencer à courir après les familles parce que leurs enfants font du bruit, tu vois. Faut rester un peu, faut rester cohérent, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai que moi je sais pas, t'es un adulte, t'es seul ou en groupe, tu discutes entre vous, c'est cool. Enfin, vous discutez entre vous, c'est cool. Vous n'allez pas vous mettre à crier non plus. Vous allez pas. Logiquement, en fait, ce que tu ferais pas logiquement dans ta vie de tous les jours, en ville ou dans le métro, je vois pas pourquoi tu le ferais en montagne, tu vois. Tu vas pas te mettre à crier dans le métro. Enfin, ou alors peut-être. Il y en a qui. Ouais, mais qui s'y mettent, mais bon. Ouais, mais c'est les 10% qui ont besoin d'un suivi, ça. C'est le respect des autres, en fait. C'est ça. Je trouve que là-dessus, les règles, elles sont à peu près les mêmes partout. Ouais. Quel comportement avoir en refuge ? Là, on pourrait presque en faire un podcast entier, mais Alors, il y a peut-être quelques bases classiques. Oui, là, on peut peut-être donner quelques règles. Alors, première règle, déjà, la lampe frontale. La lampe frontale dans un refuge, quand il fait nuit, normalement, toutes les lampes frontales, elles sont équipées d'une lumière rouge. Est-ce que tu sais à quoi ça sert, la lumière rouge ? Oui, c'est justement pour ne pas réveiller les autres. Alors, c'est pas pour ça. C'est parce que la lumière rouge, en fait, elle diminue. En fait, elle réduit pas la taille de ton iris, pas la taille de ta pupille. Ouais. Elle n'augmente pas la taille de ta pupille, c'est ça en fait. Tu sais, quand tu regardes un truc où il y a beaucoup de lumière, t'as ta pupille qui va rétrécir dans ton œil. Parce que ton œil va contrôler le taux de lumière qui rentre. La lumière rouge, le gros avantage qu'elle a, c'est que ta pupille reste très dilatée. Et donc, en gros, c'est une lumière qui n'agresse pas. Ouais. Donc, si tu es en refuge avec tout le monde, tu mets ta lumière rouge, parce que tu vas quand même pouvoir te servir de ta lumière, tu vas quand même pouvoir distinguer ce que tu dois distinguer, et tu mets surtout pas ta lumière blanche, parce que justement, la lumière blanche, elle est hyper agressive. Donc, tu dors dans un dortoir, tu respectes les gens qui dorment avec toi, tu mets pas ta lumière blanche, tu mets ta lumière rouge. C'est comme ça. Deuxième truc, alors, on pourrait parler des ronfleurs, mais le ronfleur, par principe, il contrôle pas ce qu'il fait. Ouais. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir une paire de boules caisses. Ça te sauve la vie, ça permet vraiment de faire des nuits qui sont quand même un peu plus intéressantes. T'as ça. Dans les règles, par exemple, il y a le fait d'arriver à l'heure. Oui, voilà, j'allais dire. Ça, pour le coup, d'arriver à l'heure ou de prévenir. T'es en randonnée, t'as mal géré ton trajet et vous arrivez en retard, ça arrive à tout le monde. Et moi-même, moi le premier, ça m'est arrivé. Ça, c'est pas grave. Aucun refuge t'en voudra pour ça. Par contre, tu les tiens au courant parce que on s'inquiète et les pauvres. Ce serait dommage qu'ils envoient une équipe de secours alors qu'en fait, t'as juste 1 heure de retard parce que, t'es parti trop tard. Ça peut arriver. Ou t'as traîné, ou même le parcours était un peu compliqué. Ça peut arriver, tu vois, encore une fois. Le parcours, toi, tu regardes une carte, tu peux pas savoir à quel point le parcours peut être compliqué. Hein. Il y a des fois où t'étais vraiment surpris. Et c'est aussi parce que, en fait, le repas, c'est un seul service. Donc, c'est ça, c'est un seul ou 2 services dans certains refuges. Mais c'est. Donc, tu les préviens. Un restaurant, quoi. C'est ça. Donc, en fait, dans la mesure du possible, il faut vraiment essayer d'arriver à l'heure. D'abord parce qu'en fait, effectivement, à la base, un refuge, ça porte son nom, c'est un refuge. Ils sont là pour vérifier que tout le monde soit bien là. Donc, si tu arrives en retard, eux, ils s'inquiètent. Premier truc. Deuxième truc, effectivement, c'est pas un hôtel. Donc, t'arrives pas à l'heure que tu veux et tu manges effectivement avec tout le monde. Troisième truc, passer une certaine heure, eux, ils doivent se coucher parce qu'ils doivent se lever très tôt le matin. Le matin, ils se lèvent tôt parce qu'ils doivent préparer ton petit-déj et que la plupart des randonneurs vont partir très tôt le matin. Un randonneur qui est en général en itinérance, pareil, c'est rare qu'il parte à 8-9 heures. Hein. En général, il part plutôt vers 6-7 heures, tu vois. Donc ça veut dire que le mec du refuge, lui, il s'est levé plus tôt pour préparer le petit-déj. Arriver à l'heure, c'est aussi respecter leur temps de sommeil à eux, quoi.
Donc, ouais, ça, c'est important. Ouais. Donc, si on résume, arriver alors en refuge, comment dire... moi, je vous conseille, pareil, règle tacite, là, pour le coup, mais pareil, c'est du respect du bon sens, consommer ce que les mecs vous proposent en refuge. C'est-à-dire que si t'arrives avec ton sandwich, mec, eux, ils gagnent leur vie comme ça, en fait. Hein. Il faut comprendre que les refuges, ils appartiennent pas aux gens qui les tiennent. Le refuge, la grande majorité des refuges en France appartient à la FFCAM, c'est-à-dire au club alpin. Il y a une petite minorité qui sont soit des refuges qui appartiennent à des communes, soit à des particuliers, etc. Mais voilà, dans la grande majorité, ça n'appartient pas du coup à la personne qui tient le refuge. Le gardien du refuge, lui, il ne gagne sa vie qu'en te donnant à manger. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Donc en fait, les gars, vous allez en refuge, vous consommez ce que les mecs vous proposent. Oui, la bouteille d'eau, des fois, elle est à 5 balles et ça vous fait mal aux fesses. En vrai, les gars, c'est pas cher payé parce qu'ils passent leur été là-dedans, à vous accueillir. La plupart, ils sont super sympas. La plupart, c'est des gens qui sont amoureux de la montagne et qui connaissent mais 1000 fois plus que nous. Ils donnent leur vie pour leur refuge. Vraiment, ouais. Franchement, les gardiens, il faut en prendre soin. Ouais. Franchement, c'est cool ce qu'ils font. Hein. Mais c'est clair. Hein. Donc voilà. Donc déjà, vous consommez ce qu'il y a dans le refuge. Du coup, vous respectez les. Liquide. Ouais, prenez du liquide la plupart du temps. Maintenant, la plupart des refuges sont équipés à la carte. Hein. Ouais, mais effectivement, prenez quand même du liquide en refuge, ouais, ça c'est sûr. Et puis effectivement, encore une fois, vous respectez. Alors, c'est bien de respecter les gens du refuge, mais il faut aussi respecter, du coup, les autres clients du refuge, les autres pensionnaires. Et donc, effectivement, vous allez vous coucher, vous mettez pas votre lumière dans la figure de tout le monde, vous essayez de vous installer, si possible pas trop tard, pareil pour éviter de tout déplacer quand vous sortez pour aller pisser, parce que ça arrive, vous claquez pas les portes, des choses qui paraissent logiques, mais je vous promets que si je le dis, c'est parce que je le vis à chaque fois. Ça m'est jamais arrivé de passer une nuit dans un refuge sans au moins une personne qui clairement respecte pas ces bases-là. Et ça, c'est insupportable. On a fait un bon tour, je pense, déjà. Sur les refuges ? Mais on pourra refaire un épisode entier là-dessus. Ah, mais les refuges, là, je pense qu'on a à peine effleuré la surface. Hein. Oui. Puis même nous, je pense qu'on n'a aucune idée Le mieux, ce serait de l'envers du décor du truc. Le mieux, ce serait qu'on aille interroger un jour un type qui tient un refuge. Évidemment. En plus, moi, j'ai une petite idée là-dessus. Il y a un type sur le plan glacier, là, que j'aimerais bien aller... J'aimerais bien qu'il réponde à mes questions là-dessus, parce qu'il y a encore d'autres trucs que moi, je sais pas et que j'aimerais bien apprendre. Alors, quand on croise quelqu'un en difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, on peut lui demander s'il a besoin d'aide. Une personne en difficulté, ça va de la personne qui est perdue et qui a froid à la personne qui est en train de mourir. Pour moi, c'est les... c'est... Il y a un spectre énorme. Donc, la personne qui est perdue, déjà, vous pouvez lui indiquer son chemin, si vous le savez. Vous pouvez éventuellement le prendre avec vous, mais vous ne sentez pas obligé de faire ça, parce que la priorité en montagne, c'est de vous protéger, vous. Donc voilà, vous croisez une personne qui est perdue, si vous savez lui indiquer le chemin, c'est super. Si vous vous sentez d'assumer la responsabilité de quelqu'un qui rejoint votre groupe, ok, mais clairement, vous ne vous sentez pas obligé de le faire, c'est vraiment un truc... Par contre, ce que vous pouvez faire, encore une fois, vous pouvez donc très très bien, encore une fois, lui indiquer son chemin si vous le connaissez, et si vous ne connaissez pas son chemin, il ne faut pas hésiter à éventuellement lui filer une carte, parce que dans un groupe, vous êtes plusieurs à en avoir une. Vous pouvez aussi, je sais pas, si vous pouvez faire... si vous voyez que la personne est très très en difficulté, il ne faut pas hésiter à appeler les secours, hein, ça c'est un truc aussi... voilà. Et encore une fois, il faut bien identifier le truc, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas les secours pour de la bobologie. Hein. Le mec, il a froid aux pieds, désolé quoi. Oui, mais, attendra. Il attendra. Par contre, effectivement, vous avez quelqu'un qui est blessé... plus ou moins gravement, là oui, vous appelez les secours. Voilà, ce que selon alors, il y a normalement des lignes plus ou moins directes selon les endroits où vous êtes. Voilà, moi je connais, on connaît pas tous les numéros de toutes les lignes selon toutes les zones où on va. En gros, les 3 numéros à retenir, c'est le 18, le 15, le 112 quoi. Enfin le 15 peut-être moins parce que a priori le SAMU va pas se déplacer en montagne, mais voilà. Les pompiers, le 112. Le 112, l'intérêt, c'est que c'est européen. Donc, vous êtes dans les Alpes, côté italien, vous appelez le 112, vous allez forcément finir par tomber sur quelqu'un qui parle le français. Ça, c'est cool. Voilà. Ok. Pareil, si vous avez une application qui fonctionne et que vous avez une position exacte, vous transmettez bien la position exacte en UTM, parce que les secours, ils prennent en UTM maintenant. Voilà. Et est-ce que tu serais d'avis, du coup, d'utiliser... ton propre kit de survie pour aider quelqu'un d'autre. Tu parles de ma trousse de secours ? Oui, voilà. Bien sûr.
Oui. Ah oui, alors attention, hein, vous avez quand même un devoir d'aider la personne. Encore une fois, que vous ne vouliez pas l'intégrer à votre groupe parce que la personne est juste un peu perdue, mais que vous arrivez à la guider globalement, ok, d'accord. Bon, moi, je vous avoue que je croise quelqu'un de perdu, j'intègre à mon groupe, mais ça, c'est personnel. Mais encore une fois, ne vous sentez pas obligé de le faire. Hein. Par contre, vous avez quelqu'un de blessé, évidemment que vous allez lui porter assistance. Il est hors de question de laisser quelqu'un de blessé tout seul. D'ailleurs, soyez en passant, si vous appelez les secours, vous attendez les secours avec la personne, vous la laissez pas toute seule. Hein. Ah ouais, non, ça c'est mort. En fait, la question, elle est simple. Qu'est-ce qui est le plus important ? Finir votre sortie ou sauver une vie ? Ah oui. Moi, personnellement, la question, elle est vite répondue. Ouais. Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'un autre randonneur semble sous-équipé ? Ouf. Ça dépend de l'endroit où il en est. S'il est sur l'ascension, que vous connaissez très très bien le chemin, attention, j'entends sous-équipé, vraiment sous-équipé, hein, Oui. que vous êtes vraiment, que vous connaissez très bien l'endroit, est-ce que ça implique comme matériel ? Vous pouvez lui en parler, vous pouvez essayer de lui expliquer, et potentiellement essayer peut-être de le réorienter vers quelque chose soit de plus accessible, soit voilà. Peut-être le prévenir, je pense Voilà, par le prévenir, exemple tout à fait. à des chemins où il y a de la neige, où Ouais. ça nécessite peut-être des crampons. Et ça nous est déjà arrivé d'ailleurs, nous on avait dû rebrousser chemin et on a croisé des trailers oui, exact, qui montaient et qui n'étaient pas spécialement équipés. Ouais. Donc on les avait prévenus que nous, on avait rebroussé chemin parce que. Ouais, mais là en général, le trailer par principe, c'est un mec qui fait de la montagne aussi. Et donc là en l'occurrence, c'est lui qui nous avait posé la question. C'est-à-dire que les gens, la question c'est même pas posée, en fait, c'est lui qui nous avait demandé, tu vois. Oui, parce que. Eux-mêmes. Et en fait, ça c'est plus un échange d'informations qu'autre chose. C'est ça, ouais, ça ça pour le se coup, fait c'est souvent, normal. Hein, oui, de clairement. savoir. Tu as ton comment premier. ça se Oui, passe, quoi. On va dire que tu prépares ta sortie quelques jours avant, tu prépares toutes tes affaires la veille, et le jour J, tu reprépares encore parce que tu vérifies la météo, s'il n'y a pas eu de changement, etc. Mais la réalité, c'est que tu la reprépares à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de différent, tu anticipes. Et donc, quand tu croises quelqu'un qui est en train de redescendre du parcours que tu es en train de faire, pose-lui la question de savoir dans quelles conditions c'est en haut, comme ça tu sais, c'est sûr. Ouais, c'est le meilleur sondage, quoi. Soit en passant, là en l'occurrence, donc, c'est la personne qui demandait. Moi, j'ai un avis assez divisé là-dessus. Parce que je peux comprendre que ça puisse être saoulant pour une personne. Exemple, on était dans les Dolomites l'année dernière. On était en train de faire un parcours et pour le coup, nous, on est globalement aguerris quand même, j'espère, depuis le temps. On était globalement bien équipés. Et on a croisé quelqu'un qui redescendait de l'endroit où on allait. En fait, on devait passer par 2 cols pour finir une balade. On était au lac de Sorapis. Et en revenant, en gros, on avait 2 cols à franchir, dont un qui était visiblement un peu costaud. Mais vu comme ça, voilà, pour moi, pas de problème, quoi. Et là, il y a un gars qui nous a bloqué sur le chemin et qui nous a tenu la jambe pendant peut-être un quart d'heure, dans un anglais approximatif, pour nous expliquer qu'il fallait surtout pas y aller parce que le col était enneigé, qu'il n'avait pas du tout été préparé, ni déneigé, ni quoi que ce soit. Soit en passant... C'est de la rando, mec. Personne va déneiger l'école, en fait. Mais voilà. Et le mec avait passé peut-être un quart d'heure à essayer de nous dire que, voilà, en gros, en plus, on était avec un chien, il fallait surtout pas que le chien passe. Enfin, voilà. Bon, on va pas se mentir, hein, si moi je passe, le chien, c'est sûr qu'il passe parce que, pour le coup, Pierrot, à moins qu'il y ait vraiment une zone d'escalade pure et dure, il va arriver avant moi. Hein. Et donc voilà, donc on était passé, et puis finalement ça passait très bien, oui, le col était enneigé, mais bon voilà, on était équipés, on avait les bonnes chaussures, on est redescendu sans trop de difficultés. Et là, on a gardé un souvenir de ce mec-là un peu, un peu en demi-teinte, quoi, en mode. Ceci dit, moi, et c'est pour ça que je te dis que je suis mitigé. Je préfère de loin avoir des types comme ça, qui certes vont peut-être te donner un avis que tu vas pas suivre, plutôt que de croiser des gens qui rebroussent chemin sans te le dire, et puis t'arrives à un moment où t'es coincé. Donc en vrai, il vaut peut-être mieux être le vieux relou pendant, peut-être pas un quart d'heure, mais pendant peut-être 2 minutes, à expliquer un peu les conditions quand tu croises quelqu'un, à expliquer un peu, là, peut-être qu'il te manque un truc ou deux pour passer, fais attention, voilà. Oui, je pense que c'est toujours bien de prévenir, en tout cas. Je pense que son intention, elle était excellente. Et que de toute façon, ça reste quelque chose de subjectif. Donc, nous-mêmes, en fait, on a été voir. Et si on avait vu
que ça passait pas, on aurait rebroussé le chemin. Oui, clairement, ouais. Mais son intention, elle était bonne quand même. Ah, mais quoi. complètement. C'est pour ça que je le dis, en fait. Moi, je pense qu'il vaut mieux être le relou de service une fois que de laisser quelqu'un se mettre en danger, quoi. Mhm. Faut-il toujours laisser passer les montants ? Ouais. Ah ouais, alors ça c'est vrai, ça. Bah tu montes, t'es déjà dans la, t'es déjà dans la, comment dire, dans le mal, dans le dur, etc. Bien sûr, il y a priorité à celui qui monte. C'est comme en voiture en fait. Hein. C'est exactement comme en voiture. Ah oui, tiens, voilà. Ça c'est un truc, ça va peut-être servir. Vous êtes en train de descendre une route et il y a de la place que pour une voiture. C'est la personne qui monte qui est prioritaire. Et bah c'est pareil pour les randonneurs. Mhm. Le randonneur qui monte, a priori, il est prioritaire. T'as beau être un trailer, t'es en train de courir en descente, mec, c'est pas toi le prioritaire. C'est ton problème de courir. Et je cours en descente, hein, donc voilà. Mais ouais, non, le mec qui monte, il est prioritaire. Vous le mettez sur le côté, vous le laissez passer. Ok. Après, ça arrive aussi que tu croises des gens, genre ils sont toute une famille, et eux ils se mettent sur le côté, t'es là, mais non, mais c'est vous les prioritaires. Et puis ils te disent clairement, non, mais on fait une pause, vas-y, descends, parce qu'en fait on en profite. Oui. Ça peut arriver, quand c'est comme ça, c'est plus rigolo qu'autre chose. C'est de la courtoisie. Voilà, c'est ça. Mais normalement, le mec qui monte, il est prioritaire. Ok. Qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on ralentit un groupe derrière nous ? Ah oui, un autre groupe, tu veux dire, on n'est pas ensemble. Oui, non, mais ça arrive souvent qu'il y a une espèce rien de d'accordéon. particulier. Alors, d'ailleurs, c'est ouais. assez drôle comme expérience à vivre parce qu'on n'a pas tous les mêmes vitesses en montagne. Bien sûr. Et ça arrive qu'on dépasse un groupe, puis Ouais. finalement on fait une pause, donc ce groupe nous rattrape et nous dépasse. Et puis nous, on arrête notre pause, mais du coup on les rattrape, on les redépasse. Et c'est ça que j'appelle l'accordéon. Ouais, bien sûr. Voilà, mais du coup, comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle Alors, sortir de vicieux ? l'accordéon, à part partir en courant, je vois pas trop de solution. Mais par contre, ce que tu peux faire, alors si t'as vraiment un groupe qui est plus rapide que toi, bah pareil, c'est une question de logique. C'est un peu de courtoisie, on les laisse passer, on se met sur le côté, ça arrange tout le monde, bah voilà, c'est plus simple. Maintenant, vous avez un groupe qui pousse un peu derrière, mais qui accélère pas forcément, qui est pas forcément en train de... C'est pas à vous de vous en occuper, en fait. C'est pareil, c'est encore une fois la personne qui veut doubler, normalement elle est responsable de ce qu'elle veut faire. Voilà, vous êtes dans votre groupe, vous avez quelqu'un qui visiblement est ralenti derrière. Si vous avez l'occasion de le laisser passer, faites-le passer. Courtoisie élémentaire, règle de vie, de tout ce que vous voulez. Par contre, vous n'avez pas non plus à vous mettre dans une situation en danger pour ça, quoi. C'est si vous avez l'occasion, c'est très bien de le faire. Si vous n'en avez pas l'occasion, au bout d'un moment, voilà, restez safe. Hein. Faut pas non plus commencer à vous mettre mal là-dessus. Complètement. Quelle place occupe la solidarité entre montagnards, selon toi ? Bah, ça dépend de la montagne. Vraiment. Par exemple, on est dans une zone de danger restreint. Exemple, on est en moyenne montagne, dans ce qu'on appelle la montagne à vaches. Vous êtes en gros en forêt ou juste au-dessus de la forêt. Donc on n'est pas encore dans un étage alpin non plus, hein, tranquille. Bon, la solidarité, elle doit primer sur absolument tout le reste. Hein. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est en danger, encore une fois, qui est en vrai danger. Vous le laissez pas, en fait, derrière. Je parle d'un vrai danger. Hein, vous intervenez tout de suite. Si vous êtes dans une zone beaucoup plus compliquée, alors, on pourrait parler de très haute montagne, par exemple. Les alpinistes de très haute montagne, pour le coup, ils pourront vous le dire. Passer une certaine altitude, la solidarité, c'est gentil, tant qu'on peut, on le fait, mais la vérité, c'est qu'il faut d'abord se protéger soi. Et dans une zone qui est vraiment hostile, par moment, on peut pas être solidaire. C'est con à dire, mais c'est pas systématique, en fait. La solidarité, elle est toujours assujettie à l'environnement. Vous avez la possibilité d'être solidaire. Il est évident que ça doit être votre priorité. Vous devez être solidaire. Vous êtes dans une zone qui ne demande pas, qui est déjà hostile et qui potentiellement vous met en danger. Vous n'avez pas à l'être. Votre priorité, c'est de sauver votre peau. Ça me fait penser au reportage d'Inoxtag qui montre un peu ça, la non-solidarité sur l'Everest. Mais là, c'est particulier, l'Everest. Où là, carrément, les gens ils se sont carrément fait voler des bouteilles. L'oxygène, ouais. Donc ça, c'est criminel, parce que potentiellement, tu tues quelqu'un dans ça. C'est ça. Alors, donc, pour l'Everest, c'est très particulier, parce que déjà, c'est la très haute montagne par excellence, puisque c'est la plus haute.
La zone de la mort, au-delà de 8000 mètres, effectivement, c'est excessivement dangereux pour plein de raisons. D'abord parce que tu n'es pas censé y vivre. Donc là, pour le coup, ta priorité, c'est de te sauver. Mais l'Everest, c'est encore plus particulier parce que c'est une montagne qui n'est pas gravie que par des alpinistes chevronnés. Il y a aussi des gens qui ont assez peu de maîtrise de la montagne qui y vont. Il y a tout, hein. Il y a des alpinistes professionnels, il y en a qui sont plutôt bons, il y en a qui se sont préparés pour ça, et puis il y en a qui ne sont pas forcément très bons. Et le problème de l'Everest, c'est que faut imaginer des pas qui sont pas si simples, très très hauts dans des zones qui sont complètement, qui sont encore une fois pas faites pour que l'homme puisse y aller. Et en plus de ça, vous avez l'accueil, vous avez des bouchons. Donc vous êtes le simple, la simple façon de monter cette montagne vous oblige à rester dans des zones dangereuses. Donc là, c'est vraiment très particulier. Et là, effectivement, votre priorité, c'est vous. Hein. D'ailleurs, c'est pas rare de voir des images où il y a des gens qui meurent en le faisant et tout le monde leur passe dessus et la question se pose même pas. C'est pour ça que je dis, en fait, la solidarité, elle est assujettie à la... Là où on se trouve, ouais. Ouais, ça, à l'environnement, en fait. Est-ce que pour toi, il faut parfois renoncer, même quand on est proche du sommet ? Alors, je pense qu'on n'a pas le choix. Si tu dois renoncer, quel que soit l'endroit où tu te trouves. J'ai plusieurs exemples que je peux citer. En fait, il faut accepter l'idée que renoncer, c'est pas un échec. L'exemple que je peux donner dans un premier temps, c'est le Roc d'Enfer. Moi, c'est un peu le truc que je préfère monter dans le Chablais. C'est vraiment une superbe montagne. C'est une magnifique crête. C'est génial. C'est assez engagé. Hein. Vous avez des chaînes à plusieurs endroits. Il y a des moments où il faut grimper. Puis c'est très exposé. Des deux côtés d'ailleurs, hein, c'est vraiment un truc, ça pardonne pas tellement. Le Roc d'Enfer, la première fois que j'ai voulu le faire, les conditions s'y prêtaient pas tellement. J'étais avec mon chien et lui, visiblement, il le sentait pas. On est arrivé, j'ai même pas atteint la porte, donc je suis redescendu. Bon, c'est pas grave. J'y suis retourné peut-être 2 semaines plus tard. Et là, les conditions s'y prêtaient toujours pas, parce qu'entre-temps, il avait reneigé. Je suis arrivé jusqu'au Haut-Béné, donc j'ai fait la première pointe, et pareil, là, c'était infernal, on pouvait pas continuer. Et on a rééchoué, mais toi et moi, pour le coup, ça c'était l'année dernière, où c'est pareil, on l'a monté trop tôt, et il y avait trop de neige, et c'était pas du tout empruntable. Enfin, c'était extrêmement dangereux. En plus, on n'était pas équipé. On aurait dû avoir au moins un piolet pour passer à cet endroit-là. C'était pas du tout une bonne idée d'y aller comme ça. Donc voilà, ça c'est le Roc d'Enfer. Après, ça m'a pas empêché de le faire plein de fois, mais je crois que paradoxalement, j'ai dû échouer dessus presque autant que toi, je l'ai réussi. Quoi. Ouais. Mm-hmm. Donc c'est un truc, si on considère que c'est un échec, et encore une fois, je considère que renoncer n'est pas un échec. Mais du coup, je pense aussi à un exemple avec ta sœur qui était venue depuis sa région pour venir faire un bout de la jonction. Ouais, en hiver, conditions hivernales sur la jonction. Ça. Et on était partis à 3 et au final, on n'a pas su. Sur la fin, tout à fait, on n'a pas su terminer. Donc là, pareil, il a fallu qu'on rebrousse chemin et ça s'accepte, quoi. Il faut... Ah oui, ça se fait. Hein. Puis c'était chouette parce que c'était quand même une marche dans la neige. Enfin, voilà. En fait, il faut prendre le voyage et pas la destination, quoi. Mais c'est pareil, à ce moment-là, je crois que je t'ai coupé les pattes là-dessus. C'est ce que tu voulais dire. C'est pareil, le Mont-Joli, la première fois que toi tu l'as fait, on s'est arrêté littéralement à 5 mètres de l'arrivée, quoi. Ouais. Là, les conditions étaient dramatiques, c'était dantesque, la neige était immonde. Et on n'a pas pu le terminer. Et alors que pourtant, on se dit, c'est quand même pas hyper expo le Mont-Joli, tu vois, mais non, c'était pas gérable, quoi. Non, c'est ça. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir communiquer correctement si on est dans un groupe pour ne pas se laisser influencer par l'engouement du groupe qui pousse à aller jusqu'au sommet alors que nous, on s'en sent pas capable. Donc c'est très important de discuter, de communiquer. Ouais, clairement, c'est vrai que si vous n'êtes pas bien dans un groupe, il faut absolument le dire, quoi. C'est un truc, c'est votre météo personnelle, on appelle ça comme ça. Vous devez la communiquer. C'est hyper important. Vous ne pouvez pas. C'est ce qu'on disait quand on parlait de la préparation. La préparation, c'est avant et pendant, en fait, parce qu'on s'adapte en permanence. Et si vous sentez qu'à un moment donné vous êtes plus vous êtes plus apte, vous êtes plus dans le truc, il faut absolument le dire, parce que si vous ne prévenez pas et que vous vous retrouvez à un endroit où c'est trop tard, là vous mettez en danger le groupe. Ouais.
Donc, voilà, donc répondre à la Exactement. question, est-ce qu'il faut renoncer même proche du sommet? Est-ce qu'il faut, si on doit renoncer, on renonce, quel que soit l'endroit, la question se pose pas. Bien sûr. Quelle est la règle non écrite que toi-même tu as déjà enfreinte? Mais en fait, j'en ai enfreint beaucoup par ignorance au début. C'est-à-dire que quand on commence, on enfreint beaucoup de règles. D'ailleurs, c'est un truc qu'on peut ajouter pour les gens qui nous écoutent là. Vous en avez forcément enfreint des règles. Il y en a sûrement une ou deux que vous n'avez pas respectées, c'est normal et c'est logique. C'est pas grave. Quand vous le savez pas, personne ne peut vous en vouloir. Vous savez pas, vous découvrez, ok, d'accord. À partir du moment où vous le savez, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Exemple. Les lacs d'altitude. On ne se baigne pas dans les lacs d'altitude. Ça, c'est pas possible. Déjà, c'est interdit. À moins que ce soit précisé que vous ayez un gros panneau, genre baignade autorisée ou baignade non surveillée. Mais si vous n'avez pas un panneau vous indiquant que c'est possible, on ne se baigne pas dans les lacs d'altitude. Pour une raison assez évidente, enfin assez simple, je pense, c'est que vous vous baladez sur vous avec des produits et des pathogènes. Les produits, alors vous allez me dire oui, le maquillage et la crème solaire. Mais il n'y a pas que ça. Le simple fait que vous savonniez avec des produits qui viennent de chez vous, vous avez forcément des résidus. Vous allez entrer dans un lac d'altitude, des fois dans lesquels vous avez des espèces endémiques. Donc potentiellement, si ce que vous portez sur vous bute une espèce, c'est fini. Il n'y en a plus sur Terre. Donc, on ne se baigne pas dans les lacs d'altitude. Parce qu'il y a un écosystème là-dedans. Voilà. Et pourquoi est-ce que je raconte ça ? Parce que c'est vrai, alors moi personnellement je ne l'ai pas enfreinte, mais j'en parlais avec mon père il n'y a pas longtemps, et lui-même il m'a dit, mais moi quand j'étais jeune, les lacs j'y allais, je m'y baignais, et puis voilà. Et oui, mais c'était une autre époque, et comme je le disais, et à l'époque on n'avait pas les mêmes consciences de ce qui était possible ou pas, et lui-même du coup était dans l'ignorance que ça c'est un truc qu'il fallait pas faire. On peut pas lui en vouloir de l'avoir fait à l'époque, mais maintenant il est au courant. Si demain il va en montagne, il se baignera pas dans un lac d'altitude. Et je pense que c'est important de bien comprendre que ces règles-là, en fait, c'est pas grave si vous les avez enfreintes avant. C'est fait C'est déjà maintenant. bien d'en prendre conscience. Voilà. C'est super d'en prendre conscience. Et si vous pouvez faire mieux. Voilà. Okay. Donc oui, moi j'ai déjà enfreint des règles. Et donc quelles sont... je me suis déjà pointé à la bourre à des refuges parce que j'avais mal préparé mon itinéraire. Je suis désolé d'ailleurs. Au début, j'ai pas mal fait de sorties en les préparant pas assez. Notamment au niveau du matériel, où je me retrouve coincé à des endroits où franchement je suis pas assez équipé. Donc ça m'est déjà arrivé. Et puis j'étais tout seul en plus. Ok. Eh ben, notre podcast est terminé. Du coup, dernière petite question, le petit jeu pour clôturer, qui s'appelle le signal de départ, qui consiste à terminer la phrase suivante. Bien se comporter en montagne, ça commence toujours par... Ça n'a pas respecté la montagne. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cet épisode. On espère qu'il vous aura été utile et que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à le partager, à nous dire en commentaire quelles sont vos règles non écrites de la montagne, qu'on n'aurait pas évoqué ici dans l'épisode. Surtout si c'est des sujets un peu clivants, ça permet de faire un petit peu de débat, et puis c'est cool parce que nous-mêmes, on n'est pas forcément au courant de tout, donc on prend toujours aussi. Voilà, donc dites-nous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode suivant. Ciao tout le monde! Ciao.